Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec pour m'accompagner ce soir Adrien Matou. Bonsoir. Bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Journaliste politique au JDD. Bonsoir Antoine Armand. Bonsoir. Merci d'être avec nous, député EPR de Haute-Savoie, ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. L'hypothèse Sébastien Lecornu, oui ou non? Je suis évidemment pas là pour répondre aux questions, aux questions de personne. Il se trouve que Sébastien Lecornu a prouvé que c'était un homme d'État, à la fois un élu local et un homme d'État, ce qui dans les circonstances sont importantes. Il serait tout à fait sans doute capable de remplir cette mission, mais je pense que ce que nous disons depuis maintenant plusieurs semaines avec le groupe EPR, ce qu'a dit président Attal hier est absolument fondamental. Le quoi doit précéder le qui. Pourquoi ? Parce que la situation que nous connaissons, je pense qu'on peut tous s'accorder là-dessus, ne dépend pas d'abord des questions de personnes. On a au fond deux paramètres. On va y venir, Sébastien. Non pas Sébastien Lecornu, mais Antoine Armand. On va y venir. J'étais juste parce que comme dans le journal, on posait cette question de l'incarnation. Est-ce que par cette digression que vous faites, Antoine Armand, est-ce que l'idée c'est on ne devrait pas s'intéresser au nom, sachant que depuis que la Ve République existe, et je pense que depuis que la République existe, l'incarnation est fondamentale. Les gens comptent sur quelqu'un avant de compter sur un programme. Mais je suis en accord fondamental avec ça. Là, non, la preuve que non, puisque vous me dites qu'il faut d'abord se mettre tous ensemble au travail. L'incarnation, c'est ce que j'ai pas exclu. Pardon Pierre de Villeneuve, mais l'incarnation dans la Ve République, c'est celle du président de la République, surtout depuis 1962. Oui, enfin, avec moins de 15% d'opinion favorable, ça va être difficile de compter sur lui, Antoine Armand. On ne gouverne pas, premièrement, avec les sondages journaliers, et deuxièmement, aujourd'hui, là, ils sont unanimes. Aujourd'hui, la France est, sauf preuve du contraire, une démocratie parlementaire. Autrement dit, si vous ne voulez pas que les budgets soient rejetés au fur et à mesure, ou que les gouvernements soient censurés avant même qu'ils soient composés, vous avez deux paramètres à en prendre en compte, si on est un tout petit peu lucide. Premièrement, le fait que l'Assemblée est complètement éclatée, et qu'une nouvelle élection ne changerait sans doute pas grand-chose, car vous êtes sagace, je le sais. Et le deuxième paramètre, au fond, c'est que nous sommes lourdement endettés, et qu'il n'y a pas de solution miracle qui existe, même si certains partis la défendent, qui permettrait de résoudre à peu près l'explosion des dépenses dans les différents domaines et le fait que nous sommes déjà un des pays qui taxe le plus au monde, autrement que par un budget qui va demander des efforts à tout le monde. J'ai une proposition pour vous, elle a été formulée ce matin sur Europe 1 et sur CNews, c'est le député Lyotte Charles de Courson, on peut dire qu'il a de l'expérience politique, et pour lui, une des solutions, ça serait de s'en référer à ce qui existait sous la 4e République. On écoute. Je pense que la sagesse, ça serait ce qu'on faisait sous la 4e République, c'est-à-dire que le président de la République nommait un préfigurateur, c'est-à-dire une personne qu'on nomme pour voir est-ce qu'il est possible de faire un programme minimum pour diriger ce pays pendant 20 mois. Sinon, on ira de crise politique en crise politique, le pays sera plus du tout gouverné. Alors, c'est peut-être pas brillant comme proposition. Les Français, ils en ont assez d'avoir le sentiment d'une classe politique qui a perdu tout repère quant aux intérêts de la nation. Et donc, je pense que une telle situation permettrait au moins d'éviter que le pays parte à la dérive. Je rajoute à ce que disait Charles Amédée de Courson ce matin sur Europe 1 et sur CNews que, pour abonder, un sondage Elab de la semaine dernière, 90% des Français ne comptent plus sur la classe politique pour résoudre les problèmes du pays. Est-ce que l'idée d'un préfigurateur ne rejoint pas l'idée de Gabriel Attal et donc de la vôtre, de se dire qu'après tout, on va nommer une sorte de gouvernement technique ou de personne politique qui va analyser la situation pour voir comment on s'en sort? Bon, alors d'abord, Charles de Courson, qui pendant 4 mandats a défendu l'allongement de la durée de cotisation et qui a voulu censurer le premier gouvernement qui décalait l'âge de départ à la retraite, a raison quand il dit qu'il faut défendre l'intérêt supérieur de la nation. Vous êtes caustique, et ne monsieur. pas s'arrêter à la question personnelle. La deuxième chose, je ne sais pas si ça doit s'appeler, vous voyez, le préfigurateur, le grand ordonnancier, mais il est une évidence, à mon sens, que le Premier ministre, parce que c'est son rôle dans la Constitution, doit, avant ou en même temps qu'il forme ce gouvernement, se poser la question fondamentale qui est: quelle majorité vais-je trouver pour qu'un budget soit adopté ou ne soit pas censuré? C'est la question fondamentale. Mais il n'y a pas de majorité. Mais il n'y a pas de majorité, je suis désolé. Mais bien sûr qu'il n'y a pas de majorité.
Évidemment qu'il n'y a pas de majorité. Mais alors, vous dites quelle majorité vous croyez que c'est un inconnu sorti de la Banque de France qui va vous sauver? Alors, je sais pas pourquoi tout d'un coup la Banque de France arrive comme une Je sais sorte pas, d'objet parce qu'on fondamental parle de du Monsieur mépris. de Gallo, mais bon. Et je respecte. Moi aussi, j'adore la Banque de France. Bon, très bien. nous voilà Monsieur un de point Gallo commun. n'est pas un inconnu. Mais ce que vous avez raison Inconnu de du grand rectifier. public, d'accord. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que pour aller dans votre sens, est-ce qu'il y a une majorité qui va permettre aujourd'hui de dire, voilà, moi je suis de gauche, je vais faire un budget de gauche et ça va faire plaisir à mes électeurs, ou je suis de droite ou plus à droite et je vais avoir un budget? Non, ça n'existera pas. Il y a encore cette crainte-là? Non, mais je veux dire, ça n'existera pas. D'accord. Soyons très clairs. Il n'y a pas un groupe politique qui va pouvoir se revendiquer de ce budget-là. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose qu'on a malheureusement jamais fait, ou heureusement quasiment jamais fait en France, c'est de se dire qu'il vaut mieux un budget que pas de budget, un budget qui coûte en termes de compromis. Moi, je suis effaré, et je le dis aussi pour ma famille politique, j'ai pas de problème à reconnaître nos erreurs. Un compromis, c'est quelque chose qui ne fait pas plaisir à sa propre famille politique. Si chacun n'arrive qu'avec des lignes rouges, vous arrivez éternellement au même échec. Adrien Matou, de Marianne. Le truc, c'est que là, c'est vous qui avez la main, puisque le président, c'est le président qui nomme le Premier ministre, et les précédents gouvernements étaient constitués par le socle commun. En réalité, c'est assez clair. C'est à la fois compliqué et clair. C'est-à-dire que le RN, visiblement, va toujours chercher maintenant une dissolution, donc ne sera pas prêt au compromis. Et ceux qui seraient prêts, ce serait éventuellement, du coup, à votre gauche qu'il faudra les trouver. Mais on a l'impression que François Bayrou, qui était là pour ça, il n'a pas fait le moindre geste en direction des socialistes. Quels seraient pour vous les compromis possibles? Est-ce que vous pouvez nous dire quel geste vous pouvez faire pour, en gros, décrocher une partie du PS, puisqu'on imagine que c'est eux qu'il faudra décrocher, et faire un budget? Et c'est la question qui se pose. Je vois au moins 2 pistes qui ont été revendiquées et avec lesquelles je suis pas en désaccord d'ailleurs, mais simplement je pense que les conditions ne sont pas tout à fait réunies. Il y a au moins 2 choses qui sont demandées aujourd'hui par la gauche, de gouvernement modéré, je sais pas comment il faut dire. Premièrement, une imposition des plus fortunés, ou bien sur le patrimoine, ou bien sur les grands groupes. Je redis ici que nous sommes le pays qui taxe le plus au monde et que si c'était la solution budgétaire et économique, ce serait une évidence. Mais il faut bien constater que à l'Assemblée nationale, comme en dehors de l'Assemblée nationale, il y a une majorité pour qu'on avance sur ce sujet. Et puis il y a un deuxième élément qui n'a échappé à personne et qui est très frustrant, c'est celui des services publics. Autrement dit, vous et moi, quand nous entrons dans une école ou dans un hôpital, on est bien forcé de constater qu'on a besoin de soutenir nos soignants et nos enseignants, et pourtant que nous avons des dépenses globales très élevées. Sur ces 2 sujets qui ont été des revendications de la gauche, le prochain Premier ministre aura probablement à faire des propositions. Autrement dit, si vous arrivez, moi, de la famille politique Ensemble pour la République, quelqu'un d'autre de la droite ou quelqu'un d'autre de la gauche, en disant sur ces sujets identitaires, pour moi, je refuse de faire un pas, vous êtes forcément co-responsable de la chute du futur gouvernement. Ça a été le cas longtemps, parce que longtemps, un principe du bloc central, c'était pas plus d'impôts. Et la droite, comment faire, c'est ma question prochaine, comment faire pour ne pas perdre à droite ce que vous gagneriez à gauche? C'est ça qui est compliqué. Eh ben, la question est posée et la réponse arrive dans quelques minutes. 19h26 sur Europe 1. Antoine Armand est notre invité. Restez avec nous tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes confrères Adrien Matou et Jules Torres, nous sommes avec le député EPR de Haute-Savoie, Antoine Armand. La question a été posée juste avant la pause. Adrien Matou qui va avoir la gentillesse de reposer sa question à Antoine Armand. Et ma question, c'était comment faites-vous pour, si vous parvenez à convaincre une partie du PS de se ranger, d'entrer dans une coalition avec une hausse de la fiscalité sur les très riches, comment faites-vous pour ne pas perdre à droite, donc chez LR, ce que vous auriez gagné à gauche? Et c'est l'idée qui a été avancée par Gabriel Attal de mettre tout le monde autour de la table. Je m'explique autrement. Si un seul groupe politique considère qu'il a les clés ou qu'il est la personne en charge, on n'a aucune chance d'y arriver. Autrement dit, pour être très clair, je pense qu'il faut aujourd'hui avoir une table ovale comme celle-ci, où nous sommes actuellement, avec... C'est pas celle de Poutine et Macron les non plus. Républicains, non, heureusement. Les Républicains, Horizon, le Modem, EPR et le Parti Socialiste pour l'Assemblée et leurs représentants au Sénat, et se dire quelles sont les lignes rouges de chacun et quels compromis sommes-nous prêts à faire, et est-ce que une seconde, on peut considérer qu'on peut sortir de cette pièce en disant à nos électeurs et aux Français, vous savez quoi, on a préféré être jusqu'au boutiste et nous n'aurons pas de gouvernement et pas de budget. Parce que la vérité, je veux dire, moi je suis député d'Annecy. J'étais ce week-end autour des fêtes associatives annéciennes et du département. Mais les gens nous disent quelque chose de très simple. Ils nous disent, vous nous faites honte, bougez-vous.
Nous vous avons élus pour que vous trouviez des solutions, pas parce que Qu'est-ce que vous vous leur créiez répondez des problèmes supplémentaires. Qu'est-ce que vous leur répondez? Et je leur réponds ce que je vous réponds en ce moment, c'est que soit nous faisons tous la démarche, chaque groupe, de dire nous sommes prêts à nous mettre autour de la table et à faire des compromis par rapport à notre programme, et c'est ce qu'a proposé Gabriel Attal, soit on n'est pas à la hauteur de notre fonction. Est-ce que le Rassemblement national est dans l'arc républicain? Ah mais je vous vois, Pierre de Villeneuve, venir, je vous voyais déjà venir depuis un moment. J'ai dit ce que j'avais à dire sur ce sujet il y a très longtemps, je pense que l'épisode est largement clos. Ah bon? Vous posez une autre question, à mon avis, Non, derrière celle-ci, qui est... Non mais vous posez une autre question Dites-moi. derrière celle-ci, qui est aujourd'hui, puisque nous sommes dans une situation extrêmement grave, quelles parties doivent être convoquées pour discuter et éventuellement trouver une solution? Mais je constate quelque chose de très simple. Pour la France insoumise comme pour le Rassemblement national, c'est destitution, démission ou dissolution. Donc la question est épuisée par elle-même. Vous avez aujourd'hui des groupes parce qu'ils ont appelé à la dissolution, à la démission, ils n'ont pas vocation à être... Non, je crois qu'ils ont très clairement dit qu'ils ne souhaitaient pas participer à une solution collective. Donc, n'inversons pas les choses. Est-ce que, comment est-ce que vous interprétez dans ce cas-là deux sondages qui sortent aujourd'hui, Cluster 17 pour Le Point. Si dimanche prochain se déroulait le premier tour des élections législatives dans votre circonscription, pour lequel des candidats suivants y aurait-il plus de chances que vous votiez? Le RN arrive avec les ciotistes nettement devant tout le monde, 29%. Derrière, Nouveau Front Populaire à 25%. Ensemble pour la République, c'est 14%. Deuxième sondage, c'est Toluna Harris Interactive. Jordan Bardella est la personnalité politique la plus plébiscitée par les Français pour remplacer François Bayrou à Matignon. Dans l'ordre, on a Jordan Bardella, Marine Le Pen, Bruno Retailleau, et après arrive Bernard Cazeneuve, Gérald Darmanin. Il y a c'est un sondage. Vous allez me dire, comme tout homme politique, que les sondages, ça... Il y a aussi des élections qui attribuent au RN 13 millions d'électeurs en 2022 et à Jean-Luc Mélenchon 7 millions d'électeurs. Donc ils existent aussi, ces électeurs-là. Parfois, on a l'impression, et c'est pas que moi, on a l'impression que pour le groupe centriste, pour le bloc central, comme on l'appelle, eh bien, le RN n'existe pas. Ou en tout cas, vous faites en sorte qu'il n'existe pas, alors qu'il est dans la volonté des Français. Alors, je reprends ce que vous avez dit l'un et l'autre, et en particulier l'expression utilisée par Jules Torres, parce que c'est toujours bien de partir de la réalité. Il y a 13 millions d'électeurs du Rassemblement national, 6-7 millions d'électeurs du Nouveau Front Populaire, mais il y a 13 millions de personnes qui ont voté pour un parti dont je ne soutiens pas les valeurs et le projet, ce n'est pas un scoop, mais qui, et j'en rencontre énormément au quotidien comme député, comme élu de ma circonscription, qui expriment un certain nombre de revendications et qui se Parlez d'électeurs. Je parle d'électeurs, là, qui se plaignent de notre incapacité, selon eux, et malheureusement, je ne crois pas que ce soit que selon eux, à agir sur des choses fondamentales de la vie quotidienne, la sécurité et le pouvoir d'achat, pour ne prendre que ces thèmes-là. Et notre incapacité à obtenir davantage de résultats malgré les efforts qui sont mis en place s'exprime et se réexprimera par la suite. Donc, on découvre pas aujourd'hui cette situation. Ce qu'on découvre aujourd'hui, ce qu'on ne découvre pas non plus, c'est qu'il est aujourd'hui extrêmement difficile, étant donné l'ampleur des phénomènes et du système social français tel qu'il est, et donc des cotisations, et donc de la difficulté à augmenter les salaires, ou sur la sécurité des moyens à déployer, qu'il est extrêmement difficile d'obtenir des résultats, mais que la progression, y compris sur le terrain, de la présence des forces de l'ordre et du durcissement des peines, est une des solutions. Jules Torres. Moi, j'ai pas du tout compris la réponse. C'est-à-dire que il y a deux choses. Il y a oui, Emmanuel Macron en 2017 avait promis de réparer la démocratie, de faire disparaître le vote Rassemblement national. Il a absolument pas réussi tout cela. Et deuxièmement, est-ce que vous croyez, je mets pas le côté de l'incapacité à résoudre des problèmes, parce que vous avez sans doute essayé, mais du reste, c'est pas en balayant d'un revers de main 143 députés, en balayant 13 millions d'électeurs, que vous allez réparer cette fracture démocratique qui existe. Donc c'est pour ça que moi, je comprends pas votre raisonnement, mais je l'avais pas compris quand vous l'aviez annoncé sur France Inter aussi. Mais je pense que vous avez simplement pas écouté ce que je vous ai dit. Si. Le travail de chaque groupe politique, de chaque élu, c'est d'essayer de comprendre les aspirations des Français, évidemment, et puis de faire des propositions qui sont conformes à ce en quoi on croit et à ses convictions, et d'expliquer ce qu'on fait. Mais à aucun moment, personne ne balaye un électeur, et il y a une personne que vous n'avez pas mentionné en plus de l'électeur, un abstentionniste en France.
Simplement, je vous évoque ce que doivent être, selon moi, les solutions. Et personne ne néglige ni un élu, ni un groupe, ni un parti. Au vu des sondages, au vu de ceux que je viens de mentionner avec les personnalités du RN qui arrivent en premier, au vu de ce sondage que j'ai cité tout à l'heure, des 90% des Français qui sont exaspérés, est-ce que vous ne croyez pas, Antoine Armand, sincèrement, que tout ce travail que vous proposez de se mettre autour de la table avec une classe réduite des représentants politiques, les Français n'en veulent pas? Je comprends que vous ayez une bonne intention pour sauver la France, mais les Français ne veulent plus de ces méthodes-là, ne veulent plus de cette ancienne cuisine qui est... On va essayer de trouver par-ci par-là, comme disait Madame de Montchalin, un trou de souris, un trou de là, on va prendre quelques millions, etc. J'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, que les Français rejettent en bloc en fait cette politique-là. Je crois comprendre ce que vous voulez dire, mais je pense qu'il y a quand même... Donc ça sert à rien de revenir en disant on va prendre une table ovale, carrée, triangulaire, ce que vous voulez. Il y a un impératif de réalité. Il y a un impératif de réalité. On est dans la Ve République. Et donc, l'élection fondamentale sous la Ve République, c'est l'élection présidentielle. Ouais. Je suis pas venu vous dire ce soir que avant l'élection présidentielle de 2027, on peut apporter des changements fondamentaux dans le pays. Alors, j'aimerais bien de faire de la politique. Et j'aimerais bien, non mais, vu le contexte politique, vu le nombre de députés de chaque groupe à l'Assemblée, je veux dire, expliquez-moi le contraire. Expliquez-moi qu'avec une Assemblée aussi fragmentée, vous allez avoir des votes fondamentaux qui vont être faits. Bah non, mais justement, je vous prends au mot, mais dans ce cas-là, donc il faut trouver. Renaissance, vous dites souvent, mais regardez, les socialistes, ils sont 66, c'est quand même assez étonnant que on prenne des gens qui sont 66 dans une assemblée et qui ont fait moins de 2% à la dernière présidentielle, postulent à la possibilité d'être à Matignon. Donc, c'est en contradiction avec ce que vous venez de dire. Mais pas du tout, j'ai jamais parlé des prétentions du Parti socialiste à y aller, c'est vous qui en parlez. Si vous voulez un Premier ministre socialiste, Pierre de Villeneuve, dites-le. Mais je veux dire, c'est pas aujourd'hui. Vous dites c'est l'élection présidentielle qui mène tout. Donc en gros, vous dites c'est le président de la République qui doit décider. Dans ce cas-là, on met entre parenthèses la démocratie représentative qui est par l'Assemblée nationale. Mais je vous dis exactement le contraire. Je vous dis que c'est pas clair en tout cas. Alors je vais essayer d'être davantage. Je sais pas, Adrien, je sais pas. Oui, mais je pense jamais que je suis peut-être le seul. Non mais Adrien n'a pas parlé. Non mais je vais vous poser une question supplémentaire. Moi je comprends votre raisonnement. En revanche, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a dans ce que vous essayez de mettre en place, et je comprends que vous essayez de le faire, il y a un parfum de ce que Marine Le Pen appelait à une époque l'UMPS, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a les partis du vieux système, entre guillemets, centre-gauche, centre-droit et centre, qui se coalisent pour rester au pouvoir faute de mieux. Mais en fait, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une prime en ce moment à rester en dehors du gouvernement? C'est plus facile en ce moment de rester en dehors et de regarder les autres se débrouiller. Et du coup, ça rend votre tâche à vous quasiment impossible. On a l'impression que vous allez vous brûler. C'est déjà beaucoup le cas quand on voit les codes de popularité de votre parti. Vous allez vous brûler en exerçant le pouvoir dans des conditions extrêmement difficiles. Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais je vais être extrêmement pragmatique. J'ai eu l'honneur d'être ministre des Finances quelques mois seulement, mais quelques mois. Je peux vous dire que quand vous êtes ministre des Finances, vous regardez chaque semaine l'état de la dette de la France, les analyses des marchés financiers, vous vous demandez si vous allez aider ou pas votre pays dans les toutes prochaines semaines. Moi, je vais vous dire quelque chose de très simple. La France a besoin d'avoir un budget avant le 31 décembre. Ensuite, les politiques qu'on peut mener, est-ce qu'avec un socle aussi varié, on peut estimer avoir une ligne politique avant l'élection présidentielle de 2027, qui est celle du grand débat, qui est celle où on fixe une grande orientation? Je ne le crois pas. Donc je pense qu'il faut être modeste et pragmatique et passer le budget le moins mauvais pour les finances publiques du pays avant le 31 décembre. Merci beaucoup Antoine Armand d'être passé par le studio d'Europe 1 avant de rejoindre peut-être Annecy ou pas tout de suite. Mais alors même si ça va vous déplaire ce que je veux dire, mais il y a l'annonce imminente, nous dit-on, d'un Premier ministre. On nous dit que le président a choisi. Voilà, le président a choisi. L'annonce serait imminente. C'est à suivre bien sûr sur Europe 1 en direct 19h42 sur Europe 1.